c'est un domaine où il faut une volonté politique ferme, exactement comme on le fait chez nous pour les questions de sécurité. Vous savez que le Mali a été entretenu pendant 10 ans dans un brouillard qu'on appelait lutte contre le terrorisme. Au bout de 10 ans, nous avons bien analysé, on s'est rendu compte qu'en vérité, au lieu de lutter contre le terrorisme, il y avait une stratégie de propagation du terrorisme en Afrique, au sud du Sahara surtout. Parce que personne ne comprenait ce qui se passe chez nous, en tout cas quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Vous avez 50 000 forces armées sur le territoire malien. Au même moment, le terrorisme qui était confiné à l'extrême nord du Mali s'est étendu sur 80% du territoire. C'est étendu au Burkina Faso. Il n'y avait pas de terrorisme au début. D'ailleurs, c'est là-bas que les négociations se faisaient avec les rebelles. C'est étendu au Niger, a fait des incursions dans les pays du Golfe, Côte d'Ivoire, avec l'attentat de Grand Bassam, Bénin, Togo. Donc on a fait une simple lecture logique, alors que dans les déclarations officielles de nos partenaires, notamment celui qu'on considère comme le partenaire stratégique, le président de la France, il s'appelait François Hollande. Lorsque l'intervention militaire a eu lieu au Mali, il a dit clairement qu'ils viennent viser 3 objectifs. Premier, détruire le terrorisme. Deuxième, aider l'État à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, travailler à la réalisation et à l'exécution et à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies. C'est ça la déclaration officielle. Concernant la destruction du terrorisme, je viens de vous expliquer, le terrorisme est allé de l'extrême nord du Mali, à prendre les 80% du territoire, à prendre 2 pays voisins, à s'étendre sur les autres pays africains. Ça veut dire que le premier discours, le premier point, là, c'était du faux, on nous a vendu du mensonge. Deuxième chose, imposer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. C'est l'armée française, le gouvernement français qui a interdit à l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal, qui est une ville malienne, où chaque année, les mouvements séparatistes organisent et célèbrent la fête dite de l'indépendance, le 6 avril. À ces fêtes-là participent des officiels, de l'amunissement et autres, des militaires, des défilés d'armes dans le même pays. Donc ça veut dire que la deuxième déclaration aussi est fausse. Ils sont venus pour diviser le Mali, au lieu de faire asseoir l'autorité du Mali sur l'ensemble du territoire. L'actuel président, la transition, le chef de l'État du Mali, faisait partie des équipes auxquelles on a barré la route à l'entrée de Kidal en 2013. Deuxième mensonge qui a été vendu dans un bon emballage. Troisième mensonge, les résolutions des Nations Unies. J'ai dit à cet moment, je les connais pratiquement par cœur, je les ai bien étudiées. Elles changent d'année à autre, d'une résolution à une autre, exactement comme vous changez vos avis quand ils sont sales. Troisième mensonge. C'est ce qui m'a fait dire à une délégation de l'ONU qui était ici que ce qui se passe au Mali et en Afrique en général, c'est la tradition d'un dicton bamana
Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Donc le mensonge s'est imposé à l'esprit des Africains à coup de déclarations pendant 10 ans. On a mis plusieurs forces, MINISMA, G5 Sahel, Takuba, des formations ECAP et ITM. Quand l'armée demande des armes, on dit non, l'Union européenne ne donne pas des armes létales. Nous sommes venus pour les formations. L'État malien ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Il ne peut pas acheter d'hélicoptères. Il ne peut pas acheter des avions de combat. Il ne peut même pas acheter des avions de transport. Donc quand les soldats mouraient, on faisait des fosses communes, on les enterrait et puis on continue. Et on travaille les cerveaux des Maliens. Un militaire, c'est comme un citoyen de seconde zone. Il ne réfléchit pas. On cultive chez les gens la phobie des militaires. Comme si c'est des citoyens à part. Et on met dans la tête des gens, un pays ne peut pas être dirigé par un militaire. Or, pour diriger un pays, ce n'est pas histoire de militaire ou civil, il faut aimer son pays, c'est tout. Et souvent, dans les débats, je me plais à rappeler que ceux qui nous disent ça, les Européens de l'Ouest, quand vous regardez, les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Quand l'Angleterre était tombée en 1940, c'est Churchill qui est venu, c'était un militaire. Vous avez en ce temps le Premier ministre anglais. Ce que je vous répète là, il y en a qui ont entendu dans mes discours là. Mais je vous le dis pour que vous compreniez, parce que tout le monde ne regarde pas ces discours-là. Le Premier ministre anglais qui était en même temps ministre des Affaires étrangères, il s'appelait Chamberlain. Il allait signer un pacte de paix avec l'Allemagne en 1940. Quand il est revenu, toute la population anglaise est sortie pour l'accueillir, y compris la reine. Il y a une seule personne qui leur a dit attention. Il a été signé cet accord que je considère que c'est un accord de capitulation, un accord de la honte, pour éviter la guerre. Il dit à la fin, vous aurez la guerre et la honte. Donc lorsque l'Allemagne a attaqué l'Angleterre en 1941, la reine s'est résolue à aller chercher ce monsieur-là, que personne n'écoutait il y a 1 an. Il a fait de lui Premier ministre. C'est lui qui a conduit l'Angleterre jusqu'à la victoire. C'était un militaire. Et je peux continuer. Même les États-Unis, quand ils sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait beaucoup d'incertitudes, on a fait appel à un militaire, Eisenhower, pour diriger. Mais chez nous, on cultive cet esprit-là, que les militaires ne peuvent pas être à la tête d'un pays. Je me suis toujours inscrit en faux. Pour être à la tête de son pays, il faut l'aimer. Que vous soyez militaire ou civil. Avoir l'intelligence, une bonne lecture des situations historiques, des enjeux géopolitiques et géostratégiques, et suivre une ligne donnée. Là-dessus, les gens peuvent ne pas avoir le même point de vue. Mais c'est les conditions pour tenir. Si vous regardez même en Afrique, tous les pays où il y a eu les changements de régime, c'est à cause des problèmes d'insécurité. Au Mali, le président ne s'est pas levé comme ça pour venir au pouvoir. Il y a eu 4 mois de manifestations contre le régime. Au Burkina, ils ne se sont pas levés comme ça. Là-bas, d'ailleurs, c'est au Burkina, il y avait un président qui était en mission, qui pensait que c'est en négociant avec... C'était devenu le lieu de négociation des rebelles, parce qu'il pensait que ça lui permet de garantir son pouvoir. Mais quand ils ont fini, ils l'ont jeté. Au Niger, c'était la même chose. Donc,
En Guinée, c'est la même chose. Aucun président ne s'est levé comme ça pour venir. C'est l'insécurité et la mauvaise gestion. La seule chose, c'est que l'armée se trouvait un des corps les plus organisés pour arrêter la dérive. C'est la seule explication. Ces militaires-là pouvaient prendre un civil et le mettre. Il allait être un civil. Mais comme ceux qui ont pris les risques, ils ont préféré eux-mêmes garder l'affaire pour qu'on ne perde pas la direction. Mais on est venu mettre dans la tête des gens, les généraux, ils ne peuvent pas, ils ne sont rien. Et c'est devenu une ancienne conchante pour nous tromper. Alors que quand il y a un civil, c'est les mêmes qui vont pousser des militaires pour l'enlever. Vous avez récemment, il y a d'ailleurs pour l'histoire, il y a un officier français, un haut responsable, qui a parlé devant une institution. Il dit que ce qui est arrivé au Mali, au Burkina et au Niger, c'est parce que depuis quelque temps, ils n'invitent pas les militaires dans leurs académies. Et sciences tenantes, ils ont donné 40 bourses pour la formation des militaires africains dans leurs grandes écoles, dont 4 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, et un pays d'Afrique de l'Est, 10. Mais en réalité, ces militaires les forment. Ils les envoient. C'est pour faire des pressions sur les gouvernements, sur les peuples. Parce que celui qui est au pouvoir, quand il a cet arsenal militaire qui assure sa sécurité, ils vont le faire chanter et ils vont lui dire que mais si vous ne faites pas ce que vous voulez, ces militaires-là, il y a un d'entre eux qui va sortir faire un coup d'État. Parce qu'ils ont travaillé le cerveau chez eux. Donc on fait pression sur le président, qui est obligé de faire tout ce qu'il veut. Les entreprises, tous les marchés, c'est eux.